une conférence intitulée Le biomimétisme au cœur des innovations inspirées et durables, en arabe ابتكارات مستلهمة من الطبيعة, qui va être présentée par notre collègue Madame Amel Hamza Shaf'i, qui est membre du département des sciences mathématiques et naturelles à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Madame Amel Hamza Shaf'i est biologiste, spécialiste de l'environnement et de l'écotoxicologie marine. Elle est professeure et directrice d'unité de recherche à l'université de Sfax, se basant sur des expériences de transplantation, des approches in situ, in vivo et in vitro. Elle a validé des bioindicateurs et biomarqueurs nécessaires pour la surveillance de la pollution marine. Parmi ses travaux figurent les perturbateurs endocriniens en milieu marin et leur effet sur la reproduction des bivalves. Bien sûr, par ailleurs, elle a d'autres compétences, surtout dans le domaine de l'hypnose et d'autres activités et expertises. J'ai l'immense plaisir aussi de partager cette matinée avec notre collègue, Madame Amel Benammar, qui est aussi membre du département des sciences mathématiques naturelles à Beit el-Hikma, et j'adresse directement la parole à Madame Amel Chef. Merci Hafez, bonjour tout le monde. Merci à ceux qui sont venus, qui se sont déplacés pour assister à cette conférence. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui vont nous suivre en ligne pour cette conférence sur le biomimétisme au cœur des innovations durables. Bon, c'est toujours pour moi un grand plaisir, un grand honneur et en même temps un grand épanouissement de me retrouver ici à Beit el-Hakma, cette prestigieuse institution entourée de collègues chers et aussi pour donc partager avec un public un peu plus large certains aspects et aujourd'hui, c'est le biomimétisme. Je dois dire que mon histoire ou bien le démarrage, l'intérêt pour le biomimétisme, il a commencé en 2016. À l'époque, j'étais invitée par l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax pour exposer aux étudiants en master design produit comment le monde vivant peut être une grande source d'inspiration pour les architectes, les artistes et les designers. Et donc durant, cette conférence, il était question de parler de l'échelle, bien sûr, au-delà du macroscopique, l'échelle microscopique et l'échelle nanoscopique. En préparant cette conférence en 2016, j'ai découvert le biomimétisme. Et depuis, c'est un sujet qui m'a intéressée. J'ai eu l'occasion de présenter une mini conférence au sein du département, le même thème, c'était encore le design au corps du vivant. Et je dois dire aujourd'hui que je rends un grand hommage à notre collègue, madame Mounira Chapotou, Allah yarhama, qui a suivi la mini-conférence et qui m'a dit: «Il faut absolument», elle m'a envoyé un email, elle m'a dit: «Amel, il faut absolument que tu traites le thème dans le cadre d'une conférence publique large». Et c'est vrai que son idée ou ses encouragements ont fait que j'ai commencé à réfléchir à ce thème depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, c'est le biomimétisme au cœur des innovations durables. La conférence, elle comporte plusieurs volets. Donc, au niveau du biomimétisme, une première partie sera réservée à l'histoire du biomimétisme, qui n'est pas très récent, hein. Le biomimétisme a commencé il y a plusieurs siècles. Les niveaux du biomimétisme, des exemples. Je vais présenter des exemples surtout du monde animal et du milieu marin, puisque c'est dans ce domaine que j'ai effectué mes travaux de recherche. Et je termine cette conférence par l'avenir du biomimétisme, les modèles qui sont actuellement en place et probablement ce qu'on peut faire pour le cas de la Tunisie. Alors, pour l'histoire. Bon, avant de commencer l'histoire, il va falloir que
je vous explique que le biomimétisme est apparu dans les années 90. Donc, il consiste à s'inspirer des formes, des fonctions, des systèmes que l'on trouve dans la nature afin de développer des innovations soutenables d'un point de vue écologique. Ça, c'est très important. Donc, le concept d'innovation, bien que très avancé d'un point de vue théorique, est largement utilisé dans des centres de recherche spécialisés dans le domaine du biomimétisme. Ça commence timidement à se répartir dans le milieu de l'entreprise. Alors, biomimétisme égale bio-inspiration avec durabilité, parce qu'on ne peut pas, si on se limite à la bio-inspiration, on va copier ce qui se fait dans le monde vivant, mais il faut aussi que cette inspiration s'inscrit dans la durabilité. Alors, donc, le biomimétisme est ancien puisqu'il a commencé avec Leonardo da Vinci, qui nous dit « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Bon, ça, il a vécu entre 1452 et 1519, donc avec son génie très en avance par rapport à son époque, et tout ce qu'il a réalisé dans le domaine artistique et également dans la construction, toutes les machines qu'il a pu construire. Alors, Leonardo da Vinci, donc il était le premier qui s'est inspiré de la nature pour créer son célèbre ornithoptère, inspiré des ailes d'oiseaux et des ailes de la chauve-souris. Alors, en fait, le principe que nous enseignons toujours dans les cours de biologie animale, comment les doigts de la chauve-souris sont reliés par ce qu'on appelle des membranes qui s'appellent le patagium. Et donc, c'est cette surface portante qui va permettre donc à l'animal de voler. Et Leonardo da Vinci a créé des machines qui volent, inspirées des oiseaux et inspirées du chiroptère, donc le modèle chiroptère. Alors après, bon, la dernière invention biomimétique aussi, l'avion, avec les frères Wright, donc, qui, en observant les vautours, ils ont créé l'avion, le premier vol motorisé en 1903, mais l'homme n'a pas mis beaucoup de temps pour utiliser l'avion pour larguer des bombes en 1914. Donc, et je pense que l'histoire continue avec tout ce que l'homme peut faire et les dégâts qu'il peut occasionner. Alors, une autre figure et un nom important, c'est Ernest Haeckel. Ernest Haeckel est un médecin. Il est professeur d'anatomie comparée, il est aussi philosophe, et il fut l'un des premiers scientifiques qui considérait la psychologie comme une branche de la physiologie, et aussi il trouve que la politique ressemble beaucoup à la biologie. Donc il avait une vision originale, innovante, par rapport à son époque. Ernest Haeckel, c'est un naturaliste qui a parcouru le monde, qui a prélevé des organismes animaux et végétaux. Il les a observés au microscope et surtout, il les a dessinés. C'est un artiste. Vous allez voir les planches qu'il a dessinées. Donc Ernest Haeckel considère aussi que la biologie était fortement apparentée à l'art. Son talent artistique fut fortement marqué par la symétrie. Donc là, vous voyez, par exemple, pour les méduses ou les cnidaires, il y a la symétrie radiaire, les symétries bilatérales. Donc, il a reproduit ça, il a représenté ça sur des planches avec une fidélité, une exactitude et un talent artistique. Alors, il a publié entre 1899 et 1904 un livre connu, Art Forms in Nature. Donc, un livre très, très connu qui a servi de référence plus tard. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le grand public n'était pas du tout conscient de la dimension microscopique ou de ce qu'on peut observer au microscope quant à la structure détaillée d'un organisme vivant. Donc, Ernest Haeckel, il a beaucoup de mérite. Il nous a laissé un grand patrimoine par rapport à la démarche aussi du biomimétisme, puisque son œuvre a inspiré ensuite les artistes, les designers, les architectes de l'époque.
Alors, au-delà de la perfection du trait, il est manifeste qu'Ernest Haeckel possédait donc un sens aigu de l'imagination et du graphisme. Et d'ailleurs, la photo que vous voyez ici sur les diapositives, c'est le dessin d'Ernest Haeckel, donc d'une méduse représentée par Ernest Haeckel. Donc, il faisait les différentes vues, il faisait des coupes et il montrait des détails. Vous aurez d'autres exemples pour d'autres organismes. Un autre exemple d'échinoderme, les planches réalisées par Ernest Haeckel, donc les échinites, donc l'oursin, hein, à gauche. À droite, les astérides, donc l'étoile de mer. Comme vous pouvez le voir, il présente sur une même planche plusieurs plans et en bas, il montre sur le même schéma la structure externe et également la structure interne. Un exemple de cordé tunicien. D'autres exemples d'éponges calcaires, et nous allons citer les éponges calcaires dans le biomimétisme. Les cnidaires, je pense que les cnidaires, une bonne partie des planches concernaient les cnidaires, donc les méduses. Donc, comme vous pouvez le voir, les méduses, sous toutes les formes, ils présentent également parfois des stades larvaires de la méduse, puisqu'elle passe par plusieurs stades dans son cycle vital. Des siphonophores, cnidaires aussi. Et là, ce sont deux planches pour des organismes microscopiques de protozoaires de la classe des radiolaires. Donc là, les radiolaires, ce sont des organismes unicellulaires microscopiques qui ont une coquille. Et la coquille, elle a des formes, il y a un très très grand polymorphisme, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche. Et il y a un intérêt particulier parce que l'exposition universelle en 1900, la porte de l'exposition universelle a été inspirée d'un exemple de radiolaire grâce aux travaux d'Ernest Haeckel. Voilà, donc les représentations d'Ernest Haeckel, donc ils ont influencé de manière significative le courant d'art nouveau du début du XXe siècle, en particulier donc l'école de Nancy, et l'œuvre tabellaire de René Binet. Donc René Binet sur la photo, c'est un architecte designer qui a utilisé les travaux d'Ernest Haeckel pour créer des objets, pour aussi dessiner des plans comme la porte de l'exposition universelle que vous pouvez voir ici sur cette diapositive. Donc voilà, à gauche, le radiolaire et à droite, la structure de la porte de l'exposition universelle. Si on n'avait pas accès à cette dimension microscopique des radiolaires, personne n'aurait eu l'idée de faire une porte peut-être comme ça, avec cette structure et ces formes. Donc, Ernest Haeckel est un grand inspirateur des artistes, des architectes de son époque. Il a également inspiré des travaux de fabrication de lustres, donc pour des objets. Donc ça, c'est le design objet. Un autre exemple, c'est un lustre en verre du musée océanographique de Monaco qui a utilisé exactement le modèle donc, de la méduse telle qu'elle a été représentée par Ernest Haeckel. Un autre exemple, l'Opéra Garnier à Paris, donc l'homme de l'Opéra Garnier à Paris, donc le plafond est décoré d'une manière inspirée de la méduse qui est représentée à gauche et qui est dans le genre, c'est Disco Medusa. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple de biomimétisme. Là, on est déjà dans le biomimétisme. Bon, il n'y a pas que les lustres ou les bâtiments, donc il y a aussi des bijoux inspirés de radiolaires. Vous avez ici un radiolaire, l'ultrastructure, donc la microscopie électronique donc d'un radiolaire représenté en bas et à gauche. Et bien sûr, ce sont des structures qui peuvent inspirer les designers. Bon, les exemples sont multiples. Des bijoux inspirés de cristaux de neige. Et ça ne s'arrête pas là. La mode, nous avons également une mode bio-inspirée, comme vous pouvez le voir ici, des papillons, des vêtements qui ressemblent à des papillons ou d'autres organismes, des formes, surtout les couleurs irisées de certains arthropodes.
également le papillon Papilio macaon, donc vous avez ici une robe, bon, les exemples sont multiples. Oplia crélua, donc vous avez ici cette structure donc irisée et bioluminescente. Et bien sûr que ça continue, on peut avoir à l'infini des exemples de modes ou de créateurs. Mais là, nous sommes on copie la nature, il y a un biomimétisme basé sur la forme. Ce n'est que le niveau primaire du biomimétisme, le premier niveau. Je vais en parler après. Alors, on va aller dans le milieu marin. Ça, c'est une éponge qui vit à des profondeurs variant entre 2600 mètres et 3000 mètres. On parle des fonds abyssaux. Ce sont des milieux extrêmes, obscurité totale, et les organismes qu'on voit dans ces fonds abyssaux, ils ont parfois des structures un peu bizarres. Les poissons des fonds abyssaux ne ressemblent pas aux poissons que vous avez sur le marché. Alors ici, Chondrocladia lampadiglobus, c'est une éponge lampadaire. Hein. Donc, ces petites, les sphères bleues qui sont représentées servent pour la capture de la nourriture. Donc, l'éponge, elle est là. La façon de capter la nourriture ou bien de se nourrir, c'est de piéger dans ces sphères la matière organique, les micro-organismes. Donc, on peut avoir l'équivalent, un lustre, donc, qui ressemblerait à cette éponge. Alors maintenant, donc, ce que j'ai présenté, Leonardo da Vinci, ensuite Ernest Haeckel, son apport par rapport à la découverte du vivant et toutes les planches qu'il a pu réaliser, qui a inspiré les artistes, les designers de l'époque. Les exemples que je vous ai montrés, ce sont des exemples qui correspondent à un biomimétisme du premier niveau, c'est-à-dire imiter la forme. Imiter la forme, après, on ne sait pas si c'est durable, si ça protège l'environnement, donc on imite la forme. Ça ressemble à un papillon, ça ressemble à une lampe, etc. Alors maintenant, il va falloir qu'on parle des 3 niveaux. Donc le biomimétisme va au-delà d'une imitation de la forme, il va, on le classe en 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier, c'est donc un biomimétisme qui relève de la forme. Donc, innovation qui relève de la forme. Ça, c'est le premier cas. Mais je vais vous montrer d'autres cas. Deuxième niveau, c'est ce qui relève des matériaux et des procédés. C'est-à-dire qu'on observe les organismes, la complexité de leurs matériaux, on essaie de copier la structure de ces matériaux pour une utilisation, bien sûr, qui doit être durable, idéalement. Et le dernier point, le dernier niveau qui est le plus difficile, c'est le biomimétisme des écosystèmes. Ça veut dire qu'on va observer les écosystèmes dans leur équilibre, dans leur collaboration, dans leur utilisation de la matière, dans la gestion des déchets, et on va copier ou s'inspirer de ces modèles d'écosystèmes pour créer des environnements industriels, des écoparcs, qui soient donc efficaces, comme dans le cas des systèmes naturels. Donc, je reviens au premier niveau, la forme. Donc, le potentiel reste limité en termes de durabilité, mais ce premier niveau de biomimétisme, il trouve beaucoup de succès auprès des artistes, des designers, des architectes, et donc pour la création de produits. Alors, on va aller un peu plus au-delà du côté esthétique, design et art pour voir un exemple, s'inspirer donc des formes. Le plus important, c'est d'améliorer les performances environnementales d'une technologie, donc en travaillant sur la forme inspirée du vivant. Et l'exemple, c'est la baleine. C'est la baleine à bosse, les nageoires pectorales de la baleine à bosse. Donc, l'observation de ces nageoires montre que ces nageoires sont recouvertes de tubercules, ce qui a inspiré l'industrie des éoliennes.
Alors, grâce à cette structure, c'est une technologie qui a été reprise par une société canadienne, Whale Power, et cette technologie s'est avérée efficace parce qu'elle améliore le rendement de 20% et aussi ça génère donc des systèmes qui sont moins bruyants. Donc, il y a moins de bruit généré par ces éoliennes. Donc là, on est encore dans le niveau du biomimétisme de forme, mais là, on va un peu plus loin. D'accord? Alors, toujours s'inspirer des formes, le cas du requin, des sélaciens. Donc, là, on va à l'échelle microscopique ou l'échelle nanoscopique qui va nous offrir une infinité de possibilités. Quand on analyse au microscope la peau du requin, elle envoie des rainures permettant de réduire la résistance à l'eau. Donc, la structure de la peau des requins présente des écailles et ces écailles ont une forme particulière qui va être une forme aérodynamique et qui va faciliter l'écoulement de l'eau. Donc, on s'inspire de cette structure pour créer des combinaisons natatoires ou des produits de plongée. Donc, à l'échelle du nanomètre, ces denticules sont capables de repousser aussi les bactéries, ce qui peut nous inspirer quand on prépare du matériel antibactérien. Je vais vous montrer donc les écailles qu'on peut trouver en ultrastructure au niveau de la peau d'un requin. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont donc des formes particulières qui sont creusées de canaux. Donc, il y a ça guide l'écoulement de l'eau, ça facilite le mouvement, donc c'est l'aérodynamisme, donc canalise l'eau et minimise la résistance. Et ces systèmes fléchissent, donc ils sont flexibles et fléchissent au gré du mouvement du requin, créant ainsi une surface instable qui va empêcher les parasites de s'accrocher. Donc, à la fois, on améliore l'aérodynamisme et on peut avoir une structure qui est qui est en structure antibactérienne, aussi antiparasite dans ce cas. Alors, ces formes, ce mimétisme de forme, il a beaucoup inspiré l'industrie de l'aéronautique, Airbus, et on construit même des vernis aérodynamiques qui sont inspirés de la peau du requin. Donc ça, c'est un exemple de biomimétisme de forme qui peut impacter d'une manière significative et inspirer l'industrie. Alors, il y a aussi un exemple similaire, c'est les papiers anti-adhésifs commerciaux brillants, donc technologie antibactérienne, bon, surtout le papier d'emballage pour les produits alimentaires. On trouve une image donc les denticules, comme vous pouvez les voir, en haut, c'est l'ultrastructure pour le requin, et en bas, c'est les structures qui ont été copier en quelque sorte, donc les formes de losange et aussi tous ces canaux qui vont permettre un écoulement et qui vont donc jouer un rôle antibactérien. Alors, il y a un exemple qui est très connu, c'est les feuilles auto-nettoyantes du lotus. Les gouttes d'eau ne peuvent pas s'accrocher sur ces feuilles, elles vont s'écouler. Donc, ce sont des surfaces hydrophobes. Généralement, les minuscules particules que vous voyez, les structures sont couvertes de cire hydrophobe. Donc, l'eau, des molécules d'eau, donc elles sont polaires, donc elles vont se réunir en sphères d'eau qui va acheminer avec elles les poussières et les bactéries, donc ce qui est intéressant pour le lotus. Et cette structure, elle a inspiré l'industrie textile pour les tissus imperméables, sans grande utilisation d'énergie, de produits chimiques, etc. Donc l'effet lotus, comme vous pouvez le voir, donc c'est composé de rugosité de taille micrométrique et d'un tapis de cristaux de cire de taille nanométrique, donc exploité pour les matériaux aussi auto-nettoyants. Auto-nettoyants surtout pour, par exemple, en Allemagne, les caméras de surveillance, il faut que la surface ne soit pas affectée par l'eau ou par l'humidité. Donc, il faut laisser l'écoulement se faire rapidement pour avoir toujours des images de bonne qualité. Et ça, c'est une inspiration, c'est une bio-inspiration de ces feuilles de lotus. Donc, alors, les Japonais
En Asie, on parle de ces phénomènes depuis il y a 2000 ans, mais actuellement, et le premier produit commercial, c'était en 99 avec la peinture auto-nettoyante pour les façades. Environ maintenant 50 000 bâtiments de par le monde ont été induits de revêtements Lotus, donc pour faciliter l'écoulement de l'eau. Les verres auto-nettoyants pour donc, les capteurs optiques situés dans les péages d'autoroute et également donc, dans des matériaux, surtout en Italie, c'est surtout l'industrie textile qui s'est inspirée de ce modèle. Alors, on va passer maintenant à un deuxième niveau au deuxième niveau du biomimétisme. Il s'agit d'imiter, de mimer les matériaux et les procédés. Alors, bien sûr, ce biomimétisme, il va remettre en cause l'approche pétrochimique de synthèse des matériaux qui repose sur la disponibilité et l'abondance des combustibles fossiles et qui généralement, au-delà du fait que ça consomme de l'énergie, elle va générer des produits toxiques dans l'environnement qui vont affecter la vie des organismes et donc la vie de l'homme. Alors, il y a aussi un thème sur lequel j'ai eu l'occasion de faire une conférence, c'est les molécules bioactives à partir d'organismes marins, qui est un espoir pour la santé humaine. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer que plus l'animal est ancien dans le milieu marin, hein, plus il vit dans des conditions extrêmes comme les fonds abyssaux, et plus il développe des compétences et des adaptations physiologiques qui font qu'on va trouver chez ces organismes-là des structures particulières qui méritent d'être biomimées. Par exemple, si on prend le cas des éponges, qui sont les organismes les plus anciens, qui vivent fixés, qui ne bougent pas, donc ils doivent développer des stratégies. Ce que vous voyez en haut et au milieu, ce sont des éponges, donc des spongiaires. Donc ils vont filtrer la nourriture, ils vivent donc fixés, mais en même temps, ils doivent savoir se protéger. Ils se protègent par la sécrétion de produits toxiques. Et la recherche médicale s'est intéressée à ces aspects et maintenant, on copie des médicaments pour le traitement des cancers à partir de ces organismes-là. C'est là où on a le plus de possibilités. Et justement, dans cette conférence que j'avais présentée il y a quelques années, on fait le milieu terrestre, milieu marin. C'est dans le milieu marin qu'on va trouver le plus d'opportunités. C'est dans le milieu marin qu'on va trouver le plus de possibilités. D'abord par le nombre, par l'histoire, puisque la vie aquatique est apparue entre 3,8 3,5 milliards d'années, alors que la vie terrestre, elle est beaucoup plus récente. Et donc, vous allez voir que ce qui va suivre sur le biomimétisme de deuxième niveau, il y a surtout des exemples du milieu marin, parce que moi, c'est un peu mon domaine de recherche, mais également, c'est parce que le milieu marin constitue un réservoir d'organismes qui présentent des adaptations, et ces adaptations se manifestent par des structures complexes qui peuvent inspirer l'industrie. Alors, premier exemple. On va s'inspirer de matériaux et de procédés. Alors, ce que vous voyez sur la photo, c'est un arthropode. C'est une crevette qui s'appelle la crevette menthe. Et en fait, d'une manière générale, quel que soit l'organisme de la nature, est non seulement de produire des matériaux très complexes, mais aussi de les produire, donc des produits complexes, mais en même temps avec des fonctions précises et efficaces, mais la fabrication de ces produits se fait à une température-pression ambiante. Donc, il n'y a pas d'utilisation de produits toxiques comme on le fait dans d'autres procédés, donc de fabrication de céramique, donc classique. Alors, pour revenir donc à la crevette menthe, c'est une crevette qui mesure 3 à 18 cm. Donc, c'est Odontodactylus scilarius. C'est une crevette colorée, comme vous pouvez le voir. Cette crevette, elle a deux atouts majeurs. Le premier, c'est les yeux, la structure des yeux. Elle a un système visuel, c'est le système visuel le plus sophistiqué au sein du monde animal.
Pourquoi? Parce que les yeux ont la possibilité de bouger selon un angle de 360 degrés. Ce sont des yeux qui voient la lumière polarisée. Elle a une vision exceptionnelle des couleurs. D'ailleurs, elle présente 16 cônes pour analyser les couleurs contre 3 chez l'homme et 4 chez les oiseaux. Donc, cette crevette, elle a des yeux qui vont l'aider à identifier ce qu'il y a dans son environnement et faciliter la capture de ses proies, bien sûr. Donc, comment est-ce que ces yeux ont servi en termes dans le domaine du biomimétisme? C'est l'application pour les caméras bio-inspirées, les voitures autonomes, la géolocalisation sous-marine, pour détecter des cancers aussi dans les biopsies. Donc, ce système observé, étudié, il y a des travaux, il y a des articles donc scientifiques qui sont focalisés sur cet organisme-là et les potentialités de la structure du système visuel, qui ont inspiré donc plusieurs types d'innovations et de recherches. Le deuxième atout de cette crevette menthe, c'est la présence d'appendices. Alors les appendices, en fait, ce sont les pieds. Arthropodos, ils ont des pieds, mais les pieds peuvent jouer un rôle varié selon la position et selon la biologie de l'animal. Il y a des appendices locomoteurs, il y a des appendices natatoires, il y a des appendices sensoriels, des appendices pour la reproduction et des appendices aussi pour la mastication de la nourriture ou aussi pour attraper les proies. Alors, ce qu'elle a de particulier, cette crevette, c'est des appendices très puissants. Donc, vous pouvez les voir sur les 2 photos en bas. C'est ces 2 éléments que vous voyez en dessous des yeux, donc dans la partie céphalique, dans le céphalothorax. Ce sont des pattes, donc des appendices calcifiés très robustes qui peuvent, leur rôle, la crevette, elle les utilise comme un marteau pour casser les coquilles de ses proies, mais la force de frappe, elle est de 80 km/h. C'est aussi la force ou l'animal, c'est l'animal le plus rapide, qui a le mouvement le plus rapide dans le monde animal. Et la puissance donc de frappe, elle est équivalente à une balle de calibre 22. Donc c'est énorme. Et ça, c'est chez cette petite crevette menthe. Alors comment est-ce que cette structure, elle a inspiré les recherches dans la structure donc, de la matière. Alors, l'approfondissement de l'étude de ces appendices a montré une structure hélicoïdale. Une structure hélicoïdale qui est faite d'un empilement de cylindres, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, ce sont des plans avec des cylindres empilés et la configuration, la mise en place de ces cylindres, elle est réalisée d'une manière hélicoïdale, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite. Donc, c'est une structure qui peut être l'essentiel, elle est robuste, légère, d'accord? Et elle a trouvé des champs d'application dans l'industrie des éoliennes, les avions et également donc, dans le matériel qu'utilisent les surfeurs. Donc ça, c'est un autre modèle de biomimétisme de deuxième niveau, c'est-à-dire on imite la structure. On imite la structure pour pouvoir développer des produits. Alors, un autre exemple du milieu marin, c'est l'ormeau. L'ormeau, c'est un mollusque gastéropode qui est formé d'une seule coquille, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche. C'est une coquille presque aplatie, mais il y a une partie de la coquille qui a déjà subi le phénomène de torsion. C'est un mollusque très ancien, donc encore une fois, plus l'organisme est ancien et plus on doit s'attendre à avoir plus de compétences et plus de particularités parce qu'il a résisté pendant des millénaires. Donc, l'animal s'appelle l'oreille de mer, Aliotis tuberculata lamellosa. C'est un organisme qui est consommé, mais un organisme de très, très grande qualité commerciale. D'ailleurs, en France, maintenant, il y a des équipes qui font l'ensemencement du milieu marin avec les larves d'Aliotis. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce mollusque? Il a
donc la structure de la nacre, la structure de la coquille. Ce qui est intéressant chez cet organisme-là, c'est la structure de la coquille, c'est un matériau qui est 10 fois plus tenace qu'une céramique classique. Alors, donc, tous ceux qui s'intéressent au domaine des céramiques peuvent s'inspirer de cette structure. Alors, au microscope électronique, qu'est-ce qu'on voit? La coquille, elle est formée par la superposition d'une multitude, comme vous pouvez le voir à gauche, multitude de couches de plaquettes d'aragonite de dimension nanométrique, donc maintenues entre elles par un ciment organique riche en protéines. La structure, elle permet une résistance exceptionnelle et chaque couche, en cas de choc, chaque couche, elle encaisse une partie du choc et les fissures ne peuvent pas poursuivre une même trajectoire, donc ça donne une grande résistance contre la destruction ou la casse, si vous voulez. Donc, cette propriété, elle a trouvé ses applications dans les structures blindées, par exemple les gilets pare-balles. Ça a inspiré les constructeurs, enfin les fabricants de gilets pare-balles. Alors, toujours dans la question du blindage, mais là, c'est un poisson. C'est Arapaima gigas. C'est aussi un poisson très ancien, hein, en termes d'un point de vue paléontologique. Donc, c'est les écailles, la structure des écailles de ce poisson, des écailles minéralisées et riches en calcium, donc ils sont solides, mais en même temps, leur disposition à l'intérieur des écailles, et il est souple et va faciliter donc le mouvement, permettre au poisson d'effectuer le mouvement facilement. Donc, encore une fois, ce sont des piles ou des couches superposées. Toujours, il y a la structure hélicoïdale et les écailles donc, sont constituées de fibres de collagène qui va permettre, donc, permettre à ce matériau d'être résistant. C'est ce qui a également inspiré les industries qui fabriquent les gilets pare-balles. Un autre exemple d'échinoderme, l'oursin. Alors l'oursin, il a une pièce buccale ventrale qui va lui permettre de broyer les algues. Cette pièce buccale s'appelle la lanterne d'Aristote. Et cette lanterne d'Aristote est très particulière. Elle est formée de 4 becs. 4 becs maintenus en haut par une musculature qui donne donc à l'organisme la capacité de récupérer les algues. Alors, ce modèle a inspiré les robots qui sont dans les pinces pour les échantillons de sédiments sur la planète Mars. Un autre exemple inspiré l'éponge hexactinellide Euplectella aspergillum. Alors, cette éponge, elle a une structure siliceuse. Ce verre qui constitue la structure de l'éponge, il est d'une excellente qualité, il est fabriqué à 4 degrés, donc comme vous pouvez le voir. Mais la structure, la complexité de la structure, elle a été utile pour la conception de nouveaux bâtiments. Mais juste une petite parenthèse sur les spongiaires. Donc, ce sont des animaux qui vivent fixés, qui vont filtrer l'eau à travers les pores qui existent sur leur parois, donc les trous que vous voyez sur la photo. Ces courants d'eau, donc une éponge, elle est capable de filtrer plusieurs milliers de litres d'eau par jour. Elle va récupérer donc toutes les matières organiques, les matières donc nutritives, et ensuite elle va rejeter l'eau par l'oscule qui se trouve dans la partie supérieure. Donc c'est un système complexe, particulier, qui a inspiré des bâtiments pouvant économiser de l'énergie. C'est la Swiss Tower, ici sur la photo, qui est construite autour d'un noyau central qui fait office de centre de ventilation et des puits de lumière, donc là pour l'éclairage. De cette façon, les besoins en chauffage de refroidissement sont réduits et la lumière du soleil peut éclairer la grande partie du bâtiment. Donc ça, c'est un exemple donc, de biomimétisme inspiré d'une éponge marine.
Un autre exemple avec les céphalopodes, donc Octopus vulgaris, la poulpe, donc la poulpe, les tentacules des poulpes ont inspiré l'industrie pour la fabrication des robots utilisés en chirurgie, parce que les robots devraient pouvoir se plier, se faufiler, se rigidifier pour permettre aux chirurgiens d'atteindre des zones difficiles du corps sans bien sûr endommager les organes. Les exemples, ça continue avec des matériaux et procédés bio-inspirés. Donc ça, c'est un reptile qui s'appelle le gecko. Il a une formidable capacité donc adhésive de ses pattes. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, des robots spatiaux équipés inspirés de pattes de gecko. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la face des membres ou des pattes de cet animal, il y a un système de ventouse qui va permettre donc à l'animal de s'accrocher et de grimper, ou bien aussi des repos miniatures qui peuvent tirer 2000 fois leur poids grâce à ces systèmes d'adhésion. Un autre exemple très connu, enfin très connu ou qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est l'araignée. Donc, un matériau phare du biomimétisme, c'est la soie d'araignée, qui est à la fois solide, résistante, élastique, et donc elle a servi de référence ou de source d'inspiration pour la conception de matériaux étirables à l'infini, avec également même des matériaux qui ont des capacités acoustiques, donc pour protéger du bruit. Bon, l'araignée, elle a une capsule. Dans la capsule, il y a des protéines et de l'eau. Il y a ce qu'on appelle la glande séricigène, qui est une glande qui sert pour la fabrication de la soie. Il y a donc la fibrouine et la séricine. Et ensuite, l'araignée, donc le fil est tissé de manière, avant d'être tissé, le fil, il va traverser plusieurs espaces avec une dimension de plus en plus petite et avec des compositions différentes. Ce qui fait qu'à la fin, il y a donc la production du fil, comme vous pouvez le voir ici, euh, plusieurs régions, et c'est un phénomène qui a été bien étudié et aussi qui a fait l'objet de travaux de recherche en microscopie électronique pour mieux comprendre le phénomène ou le mécanisme de synthèse ou de production de ce fil, et sachant que le fil d'araignée est 5 fois plus résistant que l'acier, 3 fois plus résistant que d'autres fibres synthétiques comme le nylon. Et on a 45 tonnes par centimètre. Alors, bien sûr, les utilisations sont multiples. Isoler du bruit. Il y a aussi les cordes d'un violon, donc à partir de fils d'araignée. Aussi une résistance permettant donc surtout supporter des températures extrêmes et de froid, donc les combinaisons des astronautes, ou également tout simplement pour le traitement des cheveux, pour avoir des cheveux, je pense, pour démêler un peu, les rendre plus soyeux, plus lisses. Donc on peut voir des shampoings avec ces protéines. Bon, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais tout simplement vous dire que surtout l'industrie des textiles, généralement, c'est une industrie qui pollue, qui utilise des produits toxiques, qui utilise des colorants, donc qui est très nuisible pour l'environnement. Et maintenant, il y a d'autres approches de bio-inspiration à partir des écailles de papillons pour les couleurs et également d'autres arthropodes microscopiques dont la structure ressemble un peu à la feuille de lotus, c'est-à-dire cette structure qui laisse l'eau s'écouler donc pour fabriquer des textiles imperméables. Vous avez par exemple ici cet arthropode donc avec la structure de sa peau, donc cette structure qui est recouverte avec une couche de cire, et là on va voir l'écoulement de l'eau facilement. Il y a le papillon morpho, donc si vous regardez l'ultrastructure des ailes de papillon, c'est une structure
complexe, mais parfois la couleur ne vient pas de la structure. La couleur vient des phénomènes donc, de diffraction de la lumière. C'est pour cette raison on peut trouver des organismes qui ont des capacités de bioluminescence ou bien qui peuvent changer de couleur en fonction de la lumière. Bon, il y a encore... C'est bon? Alors, il y a aussi les lucicoles qui produisent leur propre lumière. Donc, encore une fois, dans le monde vivant, il y a des organismes caractérisés par la bioluminescence. En fait, les organismes aussi qui vivent dans les fonds abyssaux à des profondeurs allant jusqu'à 9000 mètres, ce sont des organismes qui sont dans l'obscurité totale et ils utilisent ces capacités de bioluminescence pour pouvoir éclairer de manière momentanée leur environnement. Donc, les travaux de recherche réalisés sur ce phénomène de bioluminescence chez cet organisme-là est montré par l'ultrastructure que vous voyez sur le cliché donc à gauche. Donc, une structure bidimensionnelle faite de chitine. La chitine, donc, c'est le composé universel de la cuticule des arthropodes, en forme de triangle. Et donc, cette fonctionnalité, elle a permis d'améliorer, d'augmenter la puissance lumineuse LED. Donc, les LED sont bio-inspirés donc, de cet arthropode. Alors, dans le domaine des textiles, la fabrication des couleurs, donc comme vous pouvez le voir, dans l'industrie de la mode, donc c'est une industrie, les textiles contribuent avec environ des émissions de 10%. Ils utilisent des colorants toxiques, ils utilisent des traitements chimiques et ils utilisent d'énormes quantités d'eau. Bien sûr, ce sont des industries qui vont générer des polluants. Ces polluants vont être rejetés dans l'environnement et vont même s'ils passent par le traitement dans les stations d'épuration, les molécules, donc certaines molécules sont transformées et deviennent encore plus toxiques. Donc, l'alternative par rapport à ces systèmes, est-ce qu'on peut trouver une nouvelle génération de textiles bio-inspirés, étant donné que la fabrication des textiles donc classiques est polluante pour l'environnement. Donc, il y a ce CNIDER, donc, qui est capable, donc, par sa couleur, donc il a été étudié pour voir un peu le secret de cette couleur rose. Et donc, la couleur, elle provient donc de protéines. La protéine a été étudiée et ensuite, donc cette protéine le gène qui code pour cette protéine a été inséré dans des bactéries pour produire la protéine en grande quantité. Et idéalement, c'est d'utiliser la protéine comme le fil de tissage de ces nouveaux vêtements avec donc la présence directement de cette couleur. Alors, j'arrive maintenant au troisième niveau du biomimétisme, donc le biomimétisme à l'échelle des écosystèmes. Donc, les écosystèmes qui constituent un ensemble dynamiquement stable, durable, pour la gestion des flux de matière et d'énergie et des informations. Alors, c'est le niveau qui n'est pas encore atteint de manière satisfaisante. Bon, comme vous avez vu, le biomimétisme des formes, il y a plein d'exemples et ça date de plusieurs siècles. Le biomimétisme de la structure et des fonctions également, je vous ai montré quelques exemples, mais il y en a encore d'autres exemples. Mais là, le niveau tertiaire, le troisième niveau du biomimétisme, c'est comment peut-on imiter les écosystèmes dans leur perfection, dans leur équilibre, leur façon d'utiliser la lumière, comment ils gèrent les déchets, comment il y a une collaboration entre les différentes composantes de ces écosystèmes. Justement, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces écosystèmes pour créer des entreprises ou créer des écoparcs qui sont durables et qui respectent l'environnement. Donc, c'est donc le niveau biomimétique ultime hein, qui serait atteint, donc, mais ce n'est pas encore gagné. Donc, la relation, c'est un biomimétisme
qui s'intéresse à la relation entre les organismes, la coopération et la collaboration qui n'est pas toujours évidente dans tous les systèmes, y compris les systèmes administratifs, les systèmes de recherche, les entreprises et partout. Et aussi, le but final, c'est d'arriver à un système durable et respectueux donc de l'environnement, tout en créant donc une relation durable entre les espèces. Dans les forêts, par exemple, il y a donc par exemple, si on prend des incendies de forêt, après les arbres repoussent. Donc on parle d'un phénomène de résilience. Ça, les organismes vivants, ils savent le faire. Ils savent le faire. Mais derrière, il y a tout un équilibre qui permet à ces organismes de rebondir. Bon, ça, c'est un cas extrême. Alors, il y a dans les systèmes naturels, surtout les écosystèmes forestiers, comment est-ce que les déchets d'une espèce peuvent être utilisés comme ressource pour une autre espèce? Et bon, je vais revenir à cette diapositive, ou bien ce qu'on appelle les systèmes de symbiose mycorhizienne pratiqués à 90% par les plantes, qui assurent la prospérité de deux partenaires grâce à un échange constant entre les sucres produits et plantes, l'eau et les sels minéraux récoltés par le mycélium des champignons. Donc ça, c'est un exemple connu de symbiose mycorhizienne très, enfin, qui est rencontré dans le milieu végétal. Alors je vais revenir un tout petit peu donc à le recyclage, donc la coopération. Alors nous, ce que nous souhaitons avoir, c'est comment peut-on lire, enfin apprendre des leçons de ces systèmes de recyclage, de coopération, pour aboutir à des systèmes durables et stables. Alors, il y a quelques éléments qui sont connus, ou bien les règles de ces systèmes forestiers en équilibre qui méritent de nous inspirer. C'est que, bon, d'abord, c'est connu, la nature, elle fonctionne à l'énergie solaire. La nature n'utilise que l'énergie dont elle a besoin. Donc, il n'y a pas de gaspillage. La nature adapte la forme à la fonction. C'est même dans le cas des organismes marins, les organismes animaux. Si vous avez une structure qui s'est développée, c'est parce qu'elle sert à quelque chose. Si la crevette menthe a ce dispositif très performant, c'est parce qu'elle l'utilise. On ne va pas trouver des structures qui ne servent à rien. D'ailleurs, les poissons les poissons des grottes vivent dans l'obscurité, ils ont des yeux, mais ils finissent par devenir aveugles parce qu'ils ne vont pas utiliser leurs yeux. Quand on n'utilise pas une structure, elle va finir par disparaître. La nature donc adapte la forme à la fonction, la nature recycle tout, la nature récompense la coopération, ce que les entreprises doivent faire et les systèmes administratifs. La nature parie sur la diversité, elle valorise l'expertise locale, ça c'est très important. Elle limite les excès de l'intérieur et la nature transforme les limites en opportunités. Donc en cas de crise, en cas de problème, la nature, elle rebondit, elle s'adapte, elle s'acclimate et elle cherche, elle trouve des stratégies d'adaptation et de production ou de reproduction. Je vais vous présenter maintenant un exemple. Bon, les exemples ne sont pas nombreux. Exemple d'un écoparc danois qui s'est inspiré de ces systèmes, ces écosystèmes naturels et qu'on peut considérer comme étant un exemple pouvant illustrer le biomimétisme du troisième niveau, c'est-à-dire le biomimétisme écosystémique. Alors, ce parc industriel, je vais vous présenter un schéma. Alors, sur ce schéma, c'est un écoparc qui regroupe plusieurs industries. Une centrale électrique, donc le nom des industries s'est écrit en rouge, donc dans le rectangle rouge. Centrale électrique, raffinerie, fabrication d'acide sulfurique, ferme piscicole, cimenterie, les habitations, ferme locale, donc l'agriculture, et une entreprise de panneaux de plâtre et des serres. Bon, ça c'est l'écosystème. Ils sont tous ensemble dans un écoparc. Alors comment se déroule l'interaction entre ces écosystèmes? La centrale électrique
Bon, vous avez des flèches, donc des flèches qui montrent l'eau et également les vapeurs dégagées. Donc la partie énergie, il y a des flèches vertes et des flèches bleues. Donc la centrale électrique achemine une partie de la vapeur vers deux entreprises. Une raffinerie, la raffinerie, et une société pharmaceutique. Donc là, vous pouvez voir les excès de, enfin, la vapeur de la centrale électrique, elle a deux voies. Elle va donc alimenter les moteurs en énergie. Ensuite, la vapeur résiduelle, elle va servir pour chauffer 3500 foyers de la ville. La centrale elle livre des eaux de refroidissement à un établissement piscicole. Vous avez vu l'établissement piscicole au milieu à gauche. Pour un établissement piscicole de 57 bassins qui produisent 250 tonnes de truites et de turbots par an. Alors, la vapeur résiduelle va chauffer les cuves de fermentation de l'industrie pharmaceutique qui produit de l'insuline, des enzymes et génère une production de 700 000 tonnes par an de boue liquide riche en azote. Alors, la boue liquide riche en azote, elle va servir d'engrais pour les agriculteurs, pour les fermes locales, et une autre partie peut être exportée, donc là, expédiée en Nouvelle-Zélande dans le cas de cet écoparc. Alors, les déchets de gaz de la raffinerie sont purifiés et le soufre est extrait pour la production de l'acide sulfurique. Donc, vous voyez, dans cet écosystème, les interactions, c'est un peu, ça mime les écosystèmes forestiers, naturels, dans lesquels il y a des interactions, il y a des collaborations. Les produits qui sont rejetés, le surplus qui est rejeté par un élément de la chaîne, il est récupéré par l'autre, etc. Donc là, vous voyez un modèle, mais c'est un modèle qui n'est pas présent dans tous les pays, bien sûr, hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc, j'ai choisi cet exemple pour illustrer le biomimétisme donc, des écosystèmes. Et bien sûr, quand on parle de collaboration, de s'appuyer sur des produits locaux, etc., je pense que ça peut inspirer nos administrations, hein, nos ministères, enfin, tous les écosystèmes dans lesquels il y a une interaction entre les êtres humains, entre les équipes, les différentes compétences. Comment est-ce que ces gens-là peuvent collaborer? D'ailleurs, il y a des ateliers qui, ça s'appelle Innovation Lab. Donc, c'est des ateliers qu'on peut organiser dans une entreprise et qui permettent à des équipes qui ont des compétences complètement différentes, informatique, gestion. L'autre, c'est, je sais pas, technique. Comment est-ce que ces gens vont trouver une synergie? Comment ils vont pouvoir collaborer? Et donc, ça se pratique en entreprise pour des entreprises qui cherchent, bien sûr, à innover. Alors ici, je résume les 10 stratégies de la nature pour assurer la survie des écosystèmes, ce qui pourrait et serait idéal que ça va inspirer les écosystèmes industriels et professionnels. Il y a environ 10 commandements, mais bon, moi je vais citer quelques-uns. Utiliser les déchets comme ressources, se diversifier et coopérer pour exploiter pleinement son habitat, capter et utiliser l'énergie avec efficacité, optimiser plutôt que maximiser, utiliser des matériaux avec parcimonie. Là, si vous voyez, nous sommes plutôt dans le gaspillage. Ne pas épuiser les ressources et se fournir localement. Bon, ça, c'est si on veut, s'inspirer de ces écosystèmes, il va falloir développer ces 10 commandements d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, je vais présenter un peu ce qui se fait dans le monde, dans le domaine du biomimétisme. Donc, le concept, il s'est développé depuis les années 90, mais ensuite, le nombre de publications scientifiques et de brevets, ils ont donc augmenté et progressé. Il y a eu la création de centres spécialisés pour accélérer le transfert de la connaissance de la biologie vers d'autres disciplines. Un exemple, c'est le WIS, Institute for Biologically Inspired Engineering, à Harvard, aux États-Unis. C'est un centre qui est financé par ce monsieur à un niveau d'un demi-milliard de dollars par an, et ça a commencé en 2009. Donc, c'est des centres dont le but et de développer la recherche dans le domaine du biomimétisme.
il y a d'autres exemples. À l'échelle de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est en tête dans le domaine de la recherche biomimétique. Depuis 2000, une dizaine de réseaux de compétences sont développés sur son territoire et ont abouti à la création d'environ 5 centres de recherche, peut-être un peu plus. En France, ils ont une structure, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis, le CIBIOS. Ils ont des rendez-vous annuels. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir des documents publiés par ce centre. Alors, pour le cas de la Tunisie, j'ai cherché sur le net si la Tunisie a déjà commencé des démarches dans le domaine de biomimétisme, et peut-être que dans l'assistance, il y a des personnes qui ont déjà des choses, qui sont beaucoup plus informées que moi par rapport au développement du biomimétisme. Mais je trouve que c'est très important d'intégrer le biomimétisme dans les programmes d'enseignement. J'ai pris l'initiative dans mes cours de biologie animale, à chaque fois que je parle des arthropodes, des mollusques, des protozoaires, je prends un exemple. Je présente aux étudiants une ou deux diapositives dans lesquelles je montre que, au-delà de ce que vous pouvez observer, apprendre, là, ça va beaucoup plus loin et ça, c'est une occasion pour donner à l'étudiant l'idée du biomimétisme. Pourquoi pas en parler carrément dans des cours, dans des modules? En Europe, il y a même des masters de biomimétisme. Donc, j'espère qu'un jour en Tunisie, on va aller un peu dans ce sens pour être un peu dans une démarche de réviser les programmes d'enseignement de manière créative et innovante, qui est dans l'air du temps et qui sera un peu dans la même lancée que ce qui se passe dans des pays développés. Et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de créer des centres de recherche dédiés au biomimétisme. Bien sûr, dans ces écosystèmes que je viens de citer, il n'y a pas uniquement la recherche fondamentale technique. On travaille beaucoup sur les processus créatifs parce que pour innover, pour créer, ce n'est pas uniquement l'hémisphère gauche qui va faire le travail. Il faut aller vers qui est le cerveau créatif. Et on utilise généralement dans ces processus, dans ces ateliers, des cycles de formation du processus créatif, le modèle de Wallace, qui est ancien, mais qui consiste à induire ce processus selon 4 étapes: préparation, incubation, illumination, vérification. Et vous le savez peut-être que plusieurs prix Nobel, dont un prix Nobel de physique quantique, s'étaient inspirés d'un processus créatif. Bon, dans le cas du prix Nobel de physique, c'était un rêve. C'était pas. Mais là, on est dans des ressources inconscientes, pas des ressources conscientes ou techniques. Donc là, ça, c'est juste pour parler de ces processus créatifs. Et pour conclure cette présentation, donc la nature, elle est vieille de 3,8 milliards d'années, elle est créatrice. Et je pense, et malheureusement, nous nous sommes éloignés petit à petit du génie de cette nature que nous avons besoin de prendre le temps d'observer, de contempler et d'utiliser comme source d'inspiration. Et d'ailleurs, en parlant de Leonardo da Vinci, durant son enfance, ceux qui ont lu sa biographie ou vu le film, il passait beaucoup de temps dans la nature à observer des animaux, à observer des végétaux et à, à s'imprégner un peu de la beauté de la nature. Donc, le biomimétisme n'est pas qu'un simple outil de créativité, c'est aussi une philosophie, philosophie empreinte d'humilité pour construire un monde respectueux de l'environnement. Comme je viens de vous le dire, les organismes marins qui vivent dans des environnements extrêmes, ils ont développé des stratégies, des propriétés, des structures qui peuvent vraiment inspirer l'innovation industrielle et aussi inspirer de nouvelles molécules utilisées pour le traitement de certaines maladies. Donc, le tour de force de la nature, ce n'est pas uniquement de générer des matériaux très complexes et parfaitement fonctionnels, mais de les fabriquer à une température ambiante sans utiliser de produits chimiques. Donc, c'est ça aussi la leçon que nous devons retenir donc du biomimétisme des écosystèmes. Alors, après usage, tout est recyclé, réutilisé,
par d'autres organismes, selon un cycle fermé, sans déperdition. L'énergie solaire, c'est la principale source d'énergie, et les molécules qui sont biodégradables, contrairement à d'autres molécules que nous rejetons dans le milieu et qui sont des molécules polluantes. Et ma première conférence à Beit el-Hakma, c'était une conférence sur les effets de la pollution, sur la reproduction, sur les écosystèmes, sur les perturbateurs endocriniens. Donc la pollution a déjà causé des désastres à l'échelle du monde, à l'échelle de la Tunisie, à l'échelle des écosystèmes. Donc maintenant, il va falloir qu'on se retourne vers des systèmes durables, respectueux de l'environnement. Et là, les 17 objectifs de développement durable donc, de la décennie prévoient donc ça dans leurs objectifs. Et pour terminer, donc voilà, look deep into nature, you will understand everything better. Donc ça, c'est pour clôturer cette conférence. Et je vous remercie de votre attention. On vous remercie, professeur Amel Chafri, pour la qualité, bien sûr, de la conférence, l'originalité de la thématique et de la problématique. C'est un sujet très pertinent pour pratiquement la totalité de l'académie parce qu'il traite des aspects trans ou pluridisciplinaires. Je rappelle que nous avons une conférencière du département des sciences mathématiques et naturelles de l'Académie Beit el-Hakma, professeur chef et biologiste, spécialiste de l'environnement et de l'écotoxicologie marine. Elle est professeure à Sfax et elle doit ajouter le volet biomimétisme qui est un domaine émergent. Maintenant, on va ouvrir le débat pour quelques questions. À vous la parole. Allez-y, professeur Amel. Évidemment. Je voudrais remercier Amel Chefri pour cette excellente présentation, très riche, mais qui place finalement la biologie au centre de l'innovation et au centre finalement je dirais pas des choix économiques et scientifiques. Nous sommes dans des choix politiques. Et donc, moi, je voudrais non pas revenir sur la nature comme, disons, comme inspiratrice pour l'innovation. D'abord, elle est donneuse de leçons pour comprendre un petit peu les équilibres et les évolutions. Et ce que je dis, c'est que derrière toutes ces études et ces applications, bien sûr, il y a l'aspect biologique au départ, mais derrière la biologie, il y a la physique, la biophysique, il y a la chimie, il y a la génétique, il y a les sciences des matériaux, il y a la modélisation mathématique, etc. Et donc, c'est autrement plus complexe et qui nous dit que nous sommes obligés de considérer la recherche à l'heure actuelle dans un cadre interdisciplinaire. C'est pour ça que ces centres, on dit biomimétisme, mais toutes les problématiques actuelles, pas uniquement le biomimétisme, toutes les problématiques actuelles doivent être traitées dans une approche pluridisciplinaire parce que on voit d'abord pas uniquement dans les domaines de l'ingénierie ou des sciences dures, mais aussi en termes d'utilisation dans l'art, mais aussi dans la gestion des ressources humaines et en politique. Parce qu'en définitive, je pense que les politiciens devraient prendre des leçons de mimétisme, de biomimétisme et de comprendre comment fonctionnent réellement les écosystèmes. Si on comprend comment les écosystèmes fonctionnent, on
on gérerait le monde autrement et on ferait des choix politiques et économiques autres que ce qui est, parce que nous sommes droit vers la catastrophe, droit vers le mur, alors que nous avons des éléments de compréhension et on a des éléments d'étude pour dire que les choses doivent être traitées autrement. Les chefs d'entreprise et les gestionnaires de ressources humaines devraient aussi s'inspirer parce que cette histoire de coopération, bon, on a mis en avant la compétition par idéologie pour que disons, le libéralisme économique puisse être accepté en tant que tel, mais s'il n'y avait pas justement cette commensalité entre les espèces et pour qu'il y ait cette durabilité, eh bien, ça fait belle lurette que s'il y avait uniquement que la compétition qui aurait disons, pris le dessus, cette compétition aurait généré très peu de diversité parce que ce seraient les espèces les plus puissantes, les plus destructrices qui auraient pris le dessus. Et nous ne sommes pas dans cette situation, dans les équilibres naturels. Et donc, moi, c'est réellement, j'ai été très, disons, heureuse d'entendre cette conférence, mais j'insiste qu'il ne s'agit plus maintenant de s'arrêter à l'aspect strictement technologique ou artistique pur. Je pense qu'on devrait aller au-delà pour ce biomimétisme, et ce biomimétisme justement en termes d'une vision du monde, et en termes de vision des gestionnaires et des politiques. Voilà, merci ce que je voulais dire. Juste un petit commentaire, c'est vrai que nous sommes dans un monde de compétition. C'est-à-dire, notre démarche est plus la compétition que la collaboration. Et ça, c'est la première leçon déjà à retenir du biomimétisme. Question? Merci, madame. Vraiment, c'est très intéressant. كان نسمع في chercheurs étrangers العربية التوانسة يعملوا des recherches basiques, si on peut dire. Mais merci. Je suis conseiller financier, je travaille avec les bailleurs de fonds, je travaille avec les compétences tunisiennes installées résidents en Tunisie ou à l'étranger. ويخدموا avec des centres de recherche avec des producteurs étrangers. انت كي تقول لي اسك في تونس موجود ولا شفتك انا ديما نقول لهم il faut poser la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des Tunisiens qui font des recherches dans ce domaine-là وبعد باش تلقى توانسه موجودين هنا ou à l'étranger. D'ailleurs vous avez vu في combien de femmes اللي عطاهم جايزه السنه شفتهم انت les 6 ou les 7 femmes qui travaillent à travers le monde في تونس صحيح ولا؟ Voilà, c'est-à-dire احنا عملنا étude اسمه le paradoxe tunisien, un pays riche au point de vue potentiel, très pauvre au point de vue performance. La recherche a démontré que Tunis a un potentiel énorme dans tous les domaines. المشكلة في الgouvernance. كيما انت une femme تجيب لها tous les ingrédients باش تعمل لك المايونيز. ثم des femmes ينجحوا ثم des femmes ما ينجحوش. حتى الgouvernance, j'ai travaillé conseiller de gouvernement pendant 38 ans. Le problème, c'est le problème de gouvernance في تونس. C'est pas vrai نسمعوا فيه. Bon, ما ندخلوش في الديتاي. ما ندخلوش في l'étude. خاطر une partie de l'étude هذيك باش نبعثوها. لقينا معناتها potentiel énorme. انت تقول نجم نعمل السنتر نقول لك نجم تعمله فاسيلمون. الفلوس موجوده. Soit l'Union européenne, soit l'Allemagne, soit des pays de Golfe. Imaginez, certains pays sont en train d'encourager des chercheurs tunisiens, même les startups, يخدموا معهم. مثلا hier seulement, ça m'a كان سمعت بها CEBEX,
تخدم مع الحكومه السعوديه تمول فيها في الدومين تاع لاكريتور ستارت اب، وتخدم افيك لي شامبر فرونسيز في الفلاحه، في الدومين الفلاحه. ايماجيني معناتها انت عندك دول قاعدين يمولوا في اولادك ويخدموا ويشجعوا في اولادك، وانت في تونس حتى واحد لا سمع بهم. انت شفت البنيه هذيك في الكابون اللي هي بالذبان، الناس الكل موش كيس في سيت في لا سافا با تنفع تمشي حاجه اخرى واحد هيك. شوف جات ان سوسيتيميتي ناسيونال وخذات هذيك، سمعت انت استاديب اللي في تطاوين، خدموا على كوفيد وخدموا على الكونسير، كيفاش سو ديفلوب كومون سو ترانسفورم. اي بان ما عادش في تطاوين، هزوها تو في لندن وفي المانيا. معناتها انت عندك الكفاءات هوني ولا اليترونجي. لو بروميير بري d'innovation في المانيا 2016 هو من سليانه. انت كان vous avez vu au mois d'octobre le chancelier allemand قاعد يهني في ان انجينيور في الدومين تاع البوس ديدروجين. شكونه؟ تونسي من قفص. طلبناش احنا حاجه باش نقولوا له بابا حط في قفصه لهنا هاك البوس ديدروجين. vous avez compris؟ مش حكايه on n'a pas. c'est pas ça. Problème de gouvernance. On est mal. C'est un problème de gouvernance. La question que je vais poser est le plus important. كان نقول لك انا قداش توانسه مثلا ديرنييرمون تونسي انا فهمت يخدم على الحلفه وفي المانيا كيفاش الحلفه هذيك يستعملها كوم ان برودوي ليكيد بلفيريزي بور لي زاربر فروتيي، تعود تستعمله كبرودوي شيميك اكسيتيرا. في المانيا عملت فيها وطلع بابيي تحطه في لي مور بالنسبه في لي زوبيتو سال دي كلينيك. مش لازم تحط برودوي شيميك اكسيتيرا بور لي غران بروي. سمعت بيه اكزاكتومون. كان نقول لك انا توانسه انا نعرفهم هوني واللي يخدموا في غومبيل، يمشي يشوف في اخر التكنولوجي في الجينات التوانسه جابوها التكنولوجي من المانيا. سي لو سول بيي اللي عندهم تكنولوجي توانسه يخدموا فيهم. يعطيك صح. انت عندك وانت عندك فلوس وانت حتى لوندروا موجود. اوكي ميرسي. لا كيسيون كو جو في بوزي مدام، حبيت نشجعك مدام ونقول لك نجم تعمل ان سونتر دو، تعمل سونتر دو ريشيرش، الفلوس موجوده والكفاءات موجوده وكل شيء موجود. المشكله نتاعنا احنا حتى في الملتقيات ديما اون ديسكوت معناتها حاجات جينيراليتي. انت هبطت ليسونسيال. احنا في كل بقعه كان نقول لك دايوغ ان بايور دو فون واش قال لي مي زامي تونيزيان سيسي دو فير دي زيتود اي دياغنوستيك باسي ا لاكسيون لارجون الي لا. وشوف انت لي زيتود يتعملوا في الدومين بالنسبه لارينيه. واحد مادام لارينيه الخيط نتاعها تو يستعملوها في العمليات. اوكي مثلا سما ان ميدسان جابوني وان ميدسان امريكان ils ont une étude. تشوفوا انت تشوفوا ليتود تاعك كاس في دير لا مور. يعطيك الصحه. دونك دوماج احنا on a voulu معناتها discuter. Merci beaucoup. Vous avez la parole, madame. Merci. Merci pour cette conférence qui va nous permettre de discuter un peu. J'avoue que je suis un peu interpellée par votre présentation. Je suis physicienne, comme vous le savez, et j'attendais un peu sur la question du biomimétisme, un grand domaine qui s'est développé il y a des dizaines d'années et qui consiste à effectivement imiter la nature au niveau de la fabrication de matériaux. C'est un grand domaine qui s'appelle qui fait partie du grand domaine de la nanotechnologie. Donc, pour moi, bon, bien sûr, on peut parler autant qu'on veut de la nature, des formes dans la nature, mais ça n'est pas nécessairement ce qu'on appelle le biomimétisme. Tous les artistes se sont inspirés des formes dans la nature. On voit ici ces carreaux. De toute façon, nous vivons dans un monde où la géométrie est là. Là, on est plus, quand on veut imiter des formes de la nature, on est plus dans la production d'un art qui s'inspire de la symétrie. Mais pour moi, la biomimétisme, c'est des propriétés particulières. Vous avez cité l'exemple du lotus. Bon, l'exemple du lotus, ça donne lieu à des productions industrielles, par exemple
de revêtement de panneaux de verre, etc. Alors, évidemment, si on part de la nature, on peut arriver à la question environnementale. Bon, là, si vous permettez, je suis un peu critique parce que, donc, pour moi, il y a effectivement aujourd'hui de grands domaines qui peuvent être développés. La recherche est très avancée là-dessus. Hein. Ce ne sont pas des sujets tout à fait nouveaux. Nous sommes en 2023, il y a des sujets qui ont des dizaines d'années. Donc, peut-être en ce qui concerne la Tunisie, sur certaines applications du biomimétisme, c'est plus l'industrie qui est interpellée que le chercheur. Hein. Donc, peut-être là aussi, je ferai la différence. Mais je veux surtout faire un commentaire à propos de la manière dont, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de sujets scientifiques mènent aux questions environnementales. Bien sûr, la question du développement durable est très importante, mais enfin, je ne peux pas automatiquement dire à chaque fois que je traite un sujet de physique, je vais parler du développement environnemental. Bon, ou alors, on va discuter du développement environnemental et définir quelques points précis sur lesquels nous allons effectivement discuter de manière scientifique, aller jusqu'au bout, etc. Ainsi, on a en Tunisie beaucoup de sujets qui sont d'ailleurs étudiés par nos collègues. Bon, le lac Eshkel, par exemple, c'est un exemple magnifique, effectivement, qui peut donner lieu à des études de physique, de biologie, de mécanique, etc. Donc, peut-être de ce côté-là, je voudrais bien qu'on discute la question de la science ne mène pas nécessairement à toutes ces questions qui sont traitées de manière vague. On a aussi besoin de faire de la science avec le point de départ. Qu'est-ce qu'on fait? Biomimétisme, oui, mais est-ce qu'on s'intéresse aux structures biologiques? Est-ce qu'on s'intéresse aux structures, on va dire, minérales? C'est pas tout à fait la même chose. Bon, l'effet lotus, si on regarde ça au niveau nanométrique, effectivement, il y a une structure nanométrique qui fait que la goutte d'eau, lorsqu'elle va passer sur le lotus, elle ne va pas être imprégnée par la feuille de lotus, mais elle va entraîner les poussières, d'où cet effet auto-nettoyant. Ça, c'est de la science pour moi. Maintenant, dire, voilà, on va s'intéresser à la nature, mais on s'intéresse par définition à la nature quand on fait de la science. Je vous remercie. Merci. Oui, oui, allez-y, allez-y. Sharfi, c'est-à-dire cette réflexion, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et de toute façon, le propos de cette conférence, c'est de parler de biomimétisme. Bien évidemment, tous les éléments derrière, bien sûr, nécessitent de la recherche scientifique pointue. Et peut-être dans certains sujets de recherche, on ne regarde pas le côté environnemental systématiquement. On est plus dans la recherche fondamentale de certains mécanismes de mise en évidence. Donc c'est bien ça, si j'ai bien compris. Donc, développement durable. Non, 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 pas de physique fondamentale, mais en tout cas, bien sûr que derrière, il y a tout la recherche fondamentale pointue, elle est là. Le biomimétisme, c'est une autre approche qui va interagir, bien sûr, avec tout le reste. Bon, merci. Merci. Moi, j'ai juste, je ne sais pas si je suis arrivée un peu en retard peut-être, mais il me semble que vous avez parlé aussi. Madame, ربي تقدم روحك. Pardon? قدم روحك باش نعرفوك شكون. Alors, j'ai une formation scientifique, mais aussi économique, commerciale, etc. Donc, pour pouvoir gérer le produit, en fait, je suis très donc intéressée par
pas seulement pour la culture générale, mais pour transmettre, donner des références. C'est pour ça que j'ai pris même pas mal de diapositives pour sensibiliser même les jeunes que je connais à déjà s'intéresser à ces études de biomimétisme. Je voudrais juste, c'est une petite question. Donc, l'application dans le traitement du cancer, vous avez parlé à un certain moment de ça, donc je voudrais en savoir plus. Et je voudrais réagir à la que les politiciens doivent s'inspirer, ce serait l'idéal. Parce que ce serait l'idéal, parce que dans la nature, il y a pas que seulement la coopération, il y a aussi la sélection naturelle. La sélection naturelle qui fait que, كيما احنا نقولوا الحوت ياكل الحوت وقليل الجهد يموت, mais ça c'est pour atteindre un équilibre, c'est toujours une gestion écologique, autogestion écologique. Donc, mais ce serait l'idéal qu'il n'y aurait pas que la compétition. Mais je pense que ça reste, pour moi, c'est utopique parce que c'est une utopie que de penser. Mais c'est bien, moi, franchement, c'est une très, très, très bonne remarque. Mais même à l'échelle de la famille, il y a toujours beaucoup plus beaucoup de compétition, alors que l'harmonie, moi j'ai toujours dit que je suis en quête d'harmonie. Au fond de moi, j'aimerais que l'harmonie règne autour de moi, que ce soit dans les relations, que ce soit dans tout ce qu'on fait, mais malheureusement, l'harmonie, c'est vraiment très, très difficile à atteindre. Merci. Merci. Merci, madame. Alors, l'harmonie, c'est mon collègue qui en parlera durant ces conférences. C'est le spécialiste. Alors, juste pour revenir à votre question, ou Amel, si je veux répondre, toi. Juste la question par rapport au traitement du cancer, c'est en fait, ce sont des molécules dont la structure est imitée pour faire donc des molécules de synthèse utilisées pour les médicaments pour le traitement du cancer. C'est surtout les organismes qui ont eu le plus de succès dans ce domaine de recherche, ce sont les spongiaires, les éponges. Les éponges qui sont des animaux qui vivent accrochés au fond marin, qui ne bougent pas. Donc, pour faire face à leurs prédateurs, ils filtrent l'eau, mais en même temps, ils synthétisent des molécules donc, qui peuvent nous inspirer pour créer des médicaments de traitement pour le traitement du cancer. Les exemples sont multiples. Moi, je réserve déjà une de mes conférences à ce thème. Donc, en quelque sorte, des molécules bio-inspirées, si vous voulez dire. Donc, c'est ça. Mais c'est un domaine qui, dans les technologies, les biotechnologies bleues, c'est un domaine qui est en plein essor. Et toujours, l'organisme le plus ancien est celui qui vit dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire extrémophile. Il est extrémophile. C'est lui qui va présenter des compétences les plus intéressantes pour synthétiser une molécule qu'on ne va pas trouver ailleurs. Comprenez? Très avancé, très avancé. C'est bon, merci. Très avancé à l'échelle internationale. Il y a Ouais, des centres aux merci. États-Unis et en Espagne donc, qui s'intéressent à ces questions. Le problème, une fois que la molécule a été identifiée, après il faut la purifier, la synthétiser et voir si le produit de synthèse il a un effet comme la molécule originale. Donc c'est un processus lent jusqu'à la mise, l'autorisation de mise sur le marché. C'est un processus lent, mais de toute façon, il y a des médicaments qui sont déjà sur le marché et qui ont... oui, sur oui, le oui. marché. Donc, les tests sur les animaux. Oui, je réserverai une dépassé. peut-être. Je répondrai Oui, là-dessus. Je voudrais répondre là-dessus, justement. Effectivement, il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en Espagne où on recherche des molécules ayant un effet biologique et un effet thérapeutique sur le cancer ou autre. Il y a au moins une 60aine d'équipes en Tunisie, de laboratoires, j'en ai fait le diagnostic, qui travaillent sur les molécules bioactives, dont des molécules
cancéreuses, soit induisant l'apoptose, la mort cellulaire, soit empêchant la multiplication, etc. Mais le gros problème, à partir du moment où la découverte a été faite, c'est que dans le domaine de la santé, on ne peut pas dire j'ai découvert une molécule, je vais sur le marché et c'est un médicament. C'est un processus très lent qui demande beaucoup d'argent et que nous ne maîtrisons pas actuellement en Tunisie. Ça veut dire qu'actuellement, et c'est pour ça que dans beaucoup de laboratoires, vous savez, nous avons pratiquement 50% des laboratoires, bien sûr, 50% des laboratoires en Tunisie sont dans le domaine de la biologie et des biotechnologies. 25% sont dans le domaine de la santé. Ça veut dire que dans tout ça, on a un potentiel de molécules décrites et un potentiel de découverte consistant. Et ça, je peux vous le dire. Mais depuis des années, nous ne sommes pas arrivés à passer à partir de ces découvertes à une molécule sur le marché parce que nous avons un gap énorme par rapport au savoir-faire entre la découverte scientifique en laboratoire et la mise sur le marché d'une molécule qui est un autre métier et un autre processus et sur lequel en fait, nous ne pouvons pas entrer en compétition avec les grands laboratoires et les grandes firmes pharmaceutiques parce que ce sont les multinationales. Et à ce moment-là, on se positionne dans un autre cadre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les développer en Tunisie. Choufou, madame. Entre la Tunisie et la Corée du Sud, pourquoi les années 60, Corée du Sud et la Tunisie sur le même niveau et pourquoi maintenant la Corée du Sud, c'est المشكلة احنا نعملوا recherche ونحطوهم dans les terroirs. باش نعطيك حاجة أخرى مدام هاوك. Dommage, on n'a pas discuté. هو discussion توا. D'ailleurs حتى في الريفورم في تاع التعليم مع المينستر الإديوكاسيون قلنا له مشكلة في التعليم عندك. أنا مشيت plusieurs fois في الفاكولتي. تلقاه sujet très intéressant ويجيو كيف احنا مع des experts وناس خدموا à l'échelle internationale في عود يخليوا ليتيديون يتناقش ويفهم ويجيب ميساج كما انت وجهوا خدمتك انت وجهت نفسك لا كيسيون ريبونس ستوب قلت de cette façon non à l'étranger عندهم ليكوت يسمعوه ولو هو اللي فو يقول لك الفولي هذاك هو اللي باش واحد تاع تسلا يحكوا لي العباد الكل فكر ولا هو ولا توا تبعوا فيه الناس الكل تلقاه هو من اللي جان وبوه وامه يقولوا اسكت ثم دي زيلاف بريون ونعرفوهم الحالات قلناها للمينستر الإديوكاسيون حتى بروفيسور يحب ياخذ انا عندي من العائله يقول له اخويا هو مازال يتكلم والولد عطاه لا ريبونس لانه عنده التليفون في يده ويقول له واحد يقول له لا بيرتورباتور اكسيتيرا نغلق البارونتيز هذه مدام il y a beaucoup de choses en Tunisie. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, parce que voilà. On ouvre le débat pour voilà. cette question. La question, est-ce que madame en Tunisie on peut faire خلي الدولة انسى الدولة on peut faire des centres de recherche هوني ولا او عندكم في صفاقس شكون في صفاقس اوكي يخدموا مع لي شينوا ويخدموا مع لي روس سي كيسيون دو بارتناريا هذا البليز امبورطون. Alors pour répondre à votre question, Fitoun, ce qui m'a dit Madame Gaïd, c'est pas les idées ni les ressources humaines ni le potentiel qui manquent. C'est une question. Nous avons des problèmes au niveau des écosystèmes de l'enseignement et de la recherche. Et de l'innovation. J'ai dirigé moi-même 20 ans une structure de recherche. La recherche. Alors, il y a donc un problème de gouvernance, comme vous l'avez bien dit, de gouvernance d'écosystème. Mais il va falloir qu'on avance. Et bien, ce que je dis, c'est que nous, enseignants, nous avons un rôle à jouer. D'ailleurs, le rôle de l'enseignant a changé au XXIe siècle. On s'adresse à une autre génération d'apprenants qui maîtrisent les nouvelles technologies et qui ont une autre structure mentale et psychologique.
Alors, je termine l'idée, ensuite vous pouvez me commenter. Donc là, donc, au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire dans le rôle joué par l'enseignant, ça c'est très important. Et ensuite, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la gouvernance, des administrations, la valorisation des compétences. عندنا برشا مشاكل. Donc, pour arriver jusqu'à un stade de créer quelque chose dans le domaine du biomimétisme, Inch'Allah, mais ça va mettre du temps. خاطر احنا déjà توا واحلين في الحوايج أبسط من البيوميميتيزم. D'accord? Ok, Merci. ben, merci. Donc, on va essayer un peu de faire un bref résumé par rapport à cette démarche. Donc, il y a vraiment un problème de gouvernance, mais on a abordé déjà au département le problème de transfert de technologie. Je pense le maillon le plus important qu'on doit aborder maintenant, c'est la problématique de transfert de technologie. Les compétences réelles existent dans la majorité des spécialités. Ce qu'on n'arrive pas à réaliser correctement, c'est comment appliquer nos découvertes. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études qui sont capables d'accompagner les chercheurs dans la rédaction des brevets. Donc, on doit travailler sur ce premier volet. Le deuxième point important, quel est le parcours à peu près des gens qui s'intéressent à l'harmonie, au One Health et à ce phénomène de biomimétisme? Naturellement, moi j'aborde le biomimétisme avec d'autres visions, mais c'est très enrichissant ce que vous présentez. Léonard de Vinci, eh ben, vous avez réussi à bien présenter à peu près ses exploits. Eh ben, il utilise toujours des algorithmes bien validé de la nature, le mouvement hélicoïdal, le nombre d'heures, la suite de Fibonacci, etc. Et on peut parler des heures et des heures sur ça. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai assuré la formation pour des enseignants à l'étranger qui travaillent dans le domaine du règne animal ou végétal pour déchiffrer ces algorithmes. Et chaque fois, vous essayez de travailler sur terrain, vous voyez l'expression de tout ça. C'est des variantes de pi, c'est des variantes de phi et la suite de Fibonacci et comment le cerveau perçoit la beauté des choses avec le fameux nombre d'or qui est le 1,618. Donc, il y a énormément de choses à faire et peut-être on essaiera, et vous pouvez nous rappeler durant la réunion de département, de penser à créer un centre de biomimétisme qui va contribuer au changement de la vision des chercheurs et on va sortir de nos spécialités fines pour construire un projet commun. Il y a pas mal d'autres exemples fonctionnels. Moi, j'ai présenté une conférence avec l'Université de Hambourg sur l'énergie et les mitochondries. C'est un modèle de biofuel cells. Ça fonctionne avec de l'hydrogène. Le rendement des biofuel cells, c'est aux alentours de 52-53%. Mais la mitochondrie, elle fonctionne à peu près à 90%. Donc, vous voyez l'exploit dans le rendement et l'optimisation avec les chaînes respiratoires qu'on essaie d'expliquer à nos étudiants parfois d'une manière amorphe. Eh bien, il y a énormément d'applications. Et le fait d'ouvrir le débat dans les séances de cours ou des conférences sur les applications en nanotechnologie, ça va les inciter à aimer la biologie et aimer la nature. Vous avez cité l'exemple des lucioles aussi. Eh ben, le luciférase, on l'utilise au laboratoire pour l'évaluation de l'ATP, etc. Donc, il y a un nombre très important d'exemples où on peut réellement retrouver énormément de modèles dans la nature qu'on peut appliquer. Le lotus effect ou l'effet lotus, j'ai l'habitude dans mes cours de nanosciences de le commenter. Eh bien, il nous faut des connaissances de la première année de la biologie végétale pour connaître la structure et l'ultrastructure de la cutine. Donc, en fin de compte, on n'arrive pas avec une vision pluridisciplinaire de biomimétisme sans passer par les TP de biologie animale, de physiologie végétale, de physiologie animale, etc.
Il y a un grand volet aussi, les neurosciences et l'intelligence artificielle aussi. En tout cas, l'intelligence artificielle essaye de mimer le mode de fonctionnement du cerveau. Donc, on ne peut pas être très performant dans l'intelligence artificielle si on ne collabore pas avec des spécialistes en neurosciences et bien sûr les nanosciences et les nanotechnologies. La cellule, elle fonctionne avec l'infiniment petit. Professeur Amel Ben Ammar, elle a enseigné l'ADN, l'ARN, mais on peut les considérer comme des nano-objets parce que leur taille, elle est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Les virus, c'est la même chose. Donc, le fait de développer cette vision de biomimétisme va unir tout le monde à collaborer, à s'aimer, à coopérer, à travailler, à construire un avenir radieux par le changement des stratégies inspirées de l'harmonie de la nature sur un plan politique et organisationnel. Et d'ailleurs, elle a bien fait de nous rappeler, les décideurs doivent nous aider à construire un avenir radieux pour ce pays. Et merci. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, vous êtes invité. coordination. الفلوس تلقاها موجوده. شنو هو مشكله في الفلوس في تونس؟ وبعثنا ديسيدور. conflit des intérêts contradictoires, manque de professionnalisme, manque de vis-à-vis, de corporatisme aveugle. هذا موجودين مدام، سي با فري. ثم ناس قاعده تخدم في الانتليجنس ارتيفيسيال. امشي زاده مدام تو جهه زرزيس يجيبوا في الدياسبورا ويخدموا ابارتير de la Tunisie de recherche معناتها on applique ça. Je vous conseille. يعطيك الصحة. في الصفاق زاد سي لا ميم شوز. لي سفاكسيان قاعدين يخدموا مع لي شينوا ولو روس في الدومين تاع الايروسباسيال ولو ريشيرش هذا في الاندستري 4.0. Je vous conseille. Merci bien. À vous la Pour parole. terminer, madame. je voudrais Oui. d'abord dire, c'est vrai que tout ce que vous dites, à partir quand on approfondit la connaissance du terrain tunisien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont méconnues du grand public. Ça d'une part, et qu'il y a un énorme potentiel qui n'est pas valorisé. Ça, c'est le constat que tout le monde dit et qui est réel. Et donc, il est anormal que ce potentiel tunisien ne profite pas aux Tunisiens et ne soit pas valorisé et ne soit pas reconnu. Et Beit el-Hekma est là pour justement lever le voile sur ça, informer sur éventuellement ces découvertes, sur ces chercheurs, sur ce potentiel et sur aussi une autre façon de voir ensemble la science. Et justement, dans ce cadre de Beit el-Hekma, qui est un cadre pluridisciplinaire, nos conférences, justement, s'adressent à un grand public. On ne leur livre pas des équations et des analyses et des études extrêmement pointues, mais l'objectif justement de ces conférences grand public, c'est de partir de ces connaissances acquises, de ces recherches pointues pour leur dire voilà les applications potentielles et voilà en quoi cela peut vous intéresser et surtout pour montrer le rôle de l'interdisciplinarité dans la démarche. Et quand on dit interdisciplinarité, ce n'est pas uniquement entre sciences dures, c'est entre sciences dures, arts, médecine, sciences humaines, etc. Je voudrais, justement pour terminer, rendre hommage et Allah yarhamha à Madame Mounira Chapoutou, qui a été à l'origine de cette conférence. Parce que Madame Chef, il y a quelque temps, a donné une mini-conférence au département sur le biomimétisme. Et Madame Chapoutot, qui était directrice du département des sciences humaines, a écouté cette conférence et a dit à Emel, il faut absolument que tu en fasses une conférence grand public parce que c'est intéressant. Et je pense que vous en avez vu aujourd'hui l'intérêt. Et encore une fois, Allah yarhamk, Madame Chapoutot.
Merci beaucoup. Donc, je réitère mes félicitations. Oui, allez-y, si vous avez. Juste oui. pour clôturer la conférence. Donc, en fait, je pense que nous avons un rôle à jouer, nous, enseignants. Déjà, il va falloir travailler au niveau de l'éducation formelle et informelle pour introduire le concept du biomimétisme dans les écoles d'ingénieurs, dans les licences, comme ça pour implémenter donc une culture qui va petit à petit progresser, bien sûr, en fonction de l'environnement, en fonctionnement des différentes contraintes. Mais de toute façon, je suis ravie d'avoir présenté cette conférence à Beit el-Hakma et je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées. Merci beaucoup. Donc, je réitère mes félicitations et bonne continuation. Vous êtes invité au rez-de-chaussée pour une pause café. Yatikum saha.